Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des stratégies au sommet. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Adrien. Adrien, bonjour. Bonjour Héloïse. Oh, j'ai rencontré Adrien sur un projet commun chez un client et on a commencé à discuter management et je me suis rendu compte qu'on avait la même philosophie, la même façon de motiver les équipes, de les voir progresser. Et je me suis dit qu'on aurait énormément de choses à vous partager. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais laisser Adrien se présenter un peu plus. Adrien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, hein. Déjà, ravi d'être là. Merci Héloïse pour cette invitation. Avec plaisir. Alors oui, le management, c'est vrai que je suis arrivé dans cette dynamique assez rapidement après mes études, où en fait je travaillais au départ sur des missions d'accompagnement plus dans des systèmes d'information géographiques. Et donc dans des grosses entreprises françaises, type GRDF, ERDF, la RATP. J'étais consultant donc pour des groupes de ce type-là, et assez rapidement en fait j'ai repris le management de l'équipe, notamment support IT, qui permettait de répondre aux clients et travailler en collaboration entre les utilisateurs et la MOA, ce qu'on appelle donc vraiment la maîtrise Le d'ouvrage derrière. le Voilà, client le final, client quoi. final. Tout à fait. Donc et très rapidement en fait j'ai repris effectivement de manière assez naturelle en fait des missions de management, alors qu'au départ j'avais pas forcément prévu cela, et finalement ça Mm. m'a suivi un peu depuis une quinzaine d'années maintenant, où j'ai Ouais. travaillé donc pendant plusieurs années plus sur des missions de management, où de manière assez naturelle en fait je gérais les équipes et j'arrivais, je pense, bien à faire le lien en fait entre les besoins de la direction et l'encadrement des collaborateurs, et aussi un encadrement, mais on en reparlera un peu plus là, de la manière de gérer les équipes et vraiment de faire le lien, parfois faire le tampon aussi. Mais Oui, ça, on pourra en c'est vrai. discuter tout à l'heure. Après ça, je travaillais plus dans le monde, je suis arrivé plus après dans le monde plus du développement personnel, de la spiritualité un peu plus, où j'ai Mm. accompagné plus des directions d'entreprise de ce type-là. Donc d'abord dans une école de coaching pendant 4 ans, où j'étais d'abord directeur commercial de l'école, mais en fait assez rapidement j'ai repris beaucoup d'autres activités, un peu bras droit de la direction. C'était vraiment une petite structure, ce qui m'a permis aussi de développer pas mal de compétences à ce niveau-là, et puis de travailler un peu dans tous les services entre guillemets, Ouais. et de comprendre aussi les problématiques de tous les services, si on peut les appeler comme ça, de tous les pôles, L'épaule, et ouais. aujourd'hui de pouvoir comprendre les problématiques et les enjeux qui ne sont pas les mêmes entre les pôles. Dans le sens où, effectivement, quand on a un besoin au niveau marketing, la vision est très différente au niveau IT, est très différente au niveau service client, est très différente au niveau de la direction. Et c'est de comprendre un peu tout ça pour pouvoir faire le lien. Donc c'est plus effectivement après, de manière assez naturelle, en fait, des métiers de management, un peu facilitation aussi, qui permet de relier les différents pôles. Donc pendant 4 ans école de coaching. Après ça, j'ai exercé dans une autre entreprise, plus effectivement dans la diffusion d'enseignement et de formation en ligne dans le développement Mhm. personnel et spirituel, donc pendant pas mal d'années. Et depuis, j'ai eu plusieurs clients un peu dans ce secteur-là aussi. Voilà, secteur qui me passionne aussi. Et je vois que les problématiques dans ce type d'entreprise sont assez similaires finalement au type d'entreprise plus classique. C'est ce Et que c'est j'allais vrai que voilà, demander. c'est Quel lien finalement tu fais entre tes anciennes entreprises, leur mode de fonctionnement et finalement qu'est-ce que tu as transposé à aujourd'hui? Aujourd'hui, je me rends compte avec un peu plus de recul maintenant. Je Ouais. pensais qu'il y avait une grosse différence dans la manière de fonctionner dans des entreprises dites plus classiques et les entreprises, Mm. on va dire, de plus dans En le monde dur et spirituel. Et finalement, la gestion de l'humain est la même. un Donc, humain et je reste un vois les humain. mêmes problématiques en fait aussi, que ce soit au niveau des différents interlocuteurs, où Ouais. on a beau être effectivement parfois sur des dynamiques où on est plus dans la spiritualité, où on imagine aussi que du coup ça va être beaucoup plus bienveillant, etc. Et on se voit parfois que c'est pas forcément le cas, même au contraire. Donc Et c'est parfois c'est avec le assez stress, avec les difficultés, la bienveillance, elle se met un petit peu derrière et puis bah gérer de l'humain, c'est pas facile et c'est un métier en fait le management, hein. Tout à fait. C'est un métier que j'ai découvert un peu, voilà, j'ai pas été formé finalement plus que ça au Ouais. management, c'est fait de manière assez naturelle, et avec l'expérience en fait, c'est comme ça
Oui, Ça a évolué et aujourd'hui, voilà, mais ça a été beaucoup de faire le lien en fait généralement entre les directions et les équipes dans les oui, métiers donc de voilà de management, de facilitation aussi, d'accompagnement vraiment des différentes équipes, que ce soit les équipes internes aux entreprises, mais aussi parfois externes, souvent dans de type d'école ou de formation, il y a aussi des personnes extérieures qui vont accompagner, par exemple, sur de la supervision ou sur du coaching, des choses comme ça. Donc, c'est aussi ouais, accompagner ce type de population, entre guillemets. Euh, ouais. Et voilà. c'est vrai que moi, je pensais qu'il y avait une différence. Les infopreneurs ou les entreprises de services digitales, on va dire, ont un peu tendance à prendre énormément d'externes, des consultants. Et finalement, je me suis rendu compte que les principes humains, les principes de management sont exactement les mêmes que nous à l'époque, puisqu'on a à peu près le même parcours. Moi, j'avais des internes et des externes dans mes équipes et je les considérais exactement pareil. Et en fait, je me rends compte chez les infopreneurs aujourd'hui, eh ben, on se retrouve avec les mêmes problématiques. C'est pas parce que c'est des consultants externes qu'ils n'ont pas besoin de techniques, de motivation, de feedback. Et donc finalement, tout ce qu'on a appris, moi, je me rends compte qu'on le transpose aujourd'hui et que c'est même ça qui manque et c'est ça qu'on apporte finalement avec notre expérience. Je sais pas si tu Oui, partages. tout à fait, parce que effectivement, souvent, quand on est dans des métiers, alors là, je travaille plus effectivement avec des infopreneurs, par exemple, où Ouais. ils ont l'impression qu'ils vont juste payer pour une compétence. Mm. Sauf que derrière, si on veut fédérer des équipes, faut Ouais. qu'ils soient amenés en fait dans la mission et dans l'engagement qu'il y a pour développer ensemble. Et pour ça, il y a besoin de management et besoin aussi Ouais. du coup du même type de management et d'accompagnement Ouais. pour faire évoluer les personnes aussi. C'est pas juste payer une compétence, c'est aussi motiver les personnes, les permettre de Mm. fédérer les équipes pour qu'on avance ensemble et qu'on aille beaucoup plus loin que si c'est juste répondre à un besoin ponctuel où il va faire toujours la même chose, où il va pas évoluer Oui. non plus. Donc il y a pas de ça permet pas l'évolution Qui le positive, on va souhaite dire en à ce tout cas. niveau-là. Ouais. Et Voilà. c'est vrai que quand on a que des personnes individuelles, on le voit bien, hein, et dans l'informatique, on le voyait souvent, des individus, ça forme pas une équipe. Et si on veut une équipe qui est engagée dans un projet commun, bah, faut créer cette dynamique d'équipe. Et cette dynamique d'équipe, on la crée par le management. Et on la crée Mm. aussi par un principe dont on a parlé ensemble, et je vais t'inviter à en parler. J'aime à dire right person, right place. C'est-à-dire que une personne, elle peut performer dans un contexte particulier et être extrêmement mauvaise dans un autre. Et pour moi, l'une des forces du manager, c'est d'être capable de détecter, d'être capable de faire parler aussi la personne pour apprendre à mettre la bonne personne au bon endroit. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus, nous partager des expériences là-dessus? Oui, alors effectivement, on avait échangé là-dessus parce que pour moi, c'est pas parce qu'une personne effectivement a une compétence qu'elle est forcément la meilleure placée juste à cet endroit-là pour Mm. ad vitam aeternam, dans le sens où il y a aussi Ouais, une dynamique d'évolution. Pour moi, l'organisation d'une entreprise, ça a fonctionné un peu comme une matrice où il y a une forme optimale de fonctionnement de l'entreprise une fois que les personnes sont à la bonne place. ouais, la bonne place, c'est top ça. Ouais. Et donc c'est vrai que et où chacun pourra être aussi, on va dire, le plus heureux dans ses activités et donc plus performant évidemment par la suite. Parce que Mm. évidemment l'idée c'est pas de perdre de vue la notion de performance, c'est juste que la performance c'est pas Mm. forcément de la performance seulement très mentale, il faut faire comme ça, etc. Mais plus les personnes sont épanouies, plus les personnes sont heureuses, plus elles vont performer finalement dans leurs activités aussi. Donc c'est aussi prendre, pour moi dans la partie management, prendre ça en compte, prendre ça en Ouais. compte et ça passe aussi par laisser de la place et un espace aussi de créativité pour certains qui en ont besoin dans la manière de fonctionner pour les équipes, etc. C'est de pas stagner en fait. C'est qu'évidemment il est important d'avoir les bons profils, donc c'est pour ça qu'une diversité de profils est importante Mm. euh, dans les entreprises et notamment les entreprises à distance comme ça où on prend souvent des talents pour telle ou telle fonction. Mm. Ça n'empêche pas par la suite d'avoir des aspirations et d'avoir envie d'évoluer aussi. Et c'est pas Ouais. parce que aujourd'hui on travaille dans des entreprises où il y a beaucoup du coup en prestataires externes, ça n'empêche pas d'accompagner aussi l'évolution de ces prestataires pour les faire évoluer aussi pour maintenir en fait l'évolution de l'entreprise. Ouais. Donc c'est Et ça c'est qui est vrai important. qu'on Oui. Ouais. Et tu dis quelque chose d'extrêmement important, c'est de prendre en compte cette évolution. Pour moi, on la prend en compte dès l'embauche, c'est-à-dire que c'est au visionnaire de se dire, OK, où est-ce que je veux aller, quels vont être mes projets à l'avenir, et donc finalement mes profils, comment je vais les faire évoluer. Parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir évoluer, d'autres
peut-être un peu moins, ou en tout cas qui aiment bien rester dans quelque chose de très exécutant. Et finalement, selon où on veut emmener le profil et selon la façon dont on va faire évoluer son entreprise, ben, on va peut-être pas recruter les mêmes personnes. Ou alors, on va se retrouver, et c'est souvent ce qui se passe, je trouve, chez les infopreneurs, à passer son temps à virer des gens, en reprendre d'autres, en reformer. Et ça a un coup de malade parce qu'à chaque fois, il faut que la personne, elle comprenne l'écosystème, il faut qu'elle monte en compétences, il faut recréer la dynamique d'équipe. Et ça a un coût énorme. Alors que s'ils avaient un petit peu anticipé avant, eh ben, ils auraient gagné peut-être 3 4 turnovers. Euh, et en plus, les gens se seraient sentis bien, et tu l'as très bien dit, quand on a un terrain de jeu qui évolue, quand on a des aspirations, bah, de pouvoir rester dans la même entreprise et pouvoir évoluer, bah, ça motive parce que ça donne une suite en fait. Et Mm, ça engage dans le projet parce que le projet grandit avec les personnes. Et ça, c'est vraiment tout top. à fait. Et c'est d'autant plus vrai, j'ai envie de dire aujourd'hui, dans des où on est beaucoup plus effectivement sur de la non plus du salariat, mais beaucoup plus aussi Mm. de la prestation externe, Oui, où on a l'impression de payer, mais du coup ça fédère pas assez les équipes. Donc c'est encore plus vrai de donner cette dynamique vraiment de fédérer les équipes pour avancer ensemble sur du long terme. Parce que oui, comme tu le disais, ça a un coût énorme de changer de prestataire tous les 3 mois. oui, Le temps qu'ils oui. comprennent, l'environnement, qu'ils comprennent l'objectif de l'entreprise, qu'ils comprennent les projets, c'est ça qui coûte. Et souvent, c'est à cause, entre guillemets, de cela que les entreprises ne développent pas aussi vite qu'elles voudraient. Les Oui. entreprises en ligne, en tout cas, les entreprises infoprenariales, parce qu'il y a un turnover et donc les gens sont pas engagés. Donc c'est vrai que c'est dynamique, effectivement, de voir avec les personnes quelles sont leurs envies aussi d'évolution Oui. et pour ça, c'est aussi accompagner les personnes et laisser un peu une marge de manœuvre, entre guillemets, c'est-à-dire que dans leur mission, effectivement, ils sont spécialistes sur un point où ils vont pouvoir effectivement exécuter ça, on va dire à 80%, mais ça peut être aussi laisser 20% place à la Oui. créativité pour développer et proposer autre chose. Et c'est ça Mm. qui permet aussi de garder cette dynamique évolutive. Enfin, pour moi, en tout Et cas, c'est comme ça que je l'ai vu. ouais, c'est top. Et tu as dit quelque chose de très important, c'est leur demander. Trop souvent, on entend des entrepreneurs ou même des managers, hein, je vais l'emmener là. Mais à aucun moment, ils demandent à la personne si elle a envie d'y aller. À aucun moment, ils lui disent, OK, alors sur ces 20% dont tu parlais, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Quelle idée tu aurais à développer pour l'entreprise? Et en fait, quand on donne la parole aux gens, non seulement ils sont capables de se connaître, ou ils apprennent à se connaître, mais en plus, ils vont penser à des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé parce qu'en plus, ils sont sur le terrain. Et Hum, ça, c'est vraiment une indication importante. Arrêtez de penser à la place des gens, en fait. Demandez-leur. Moi, je pousse à ça et je pousse à ce qu'il y ait des one-to-one à peu près toutes les semaines, au maximum tous les 15 jours, pour donner la parole aux collaborateurs, bon, pour faire du feedback, pour faire plein d'autres choses, on ne va pas développer là, mais en tout cas, pour créer cette relation-là qui permet de redonner la parole et redonner la place aux collaborateurs. On n'est pas en train de prendre un robot ou un IA, en fait. On a un humain en face de nous. c'est ça. On a un Ok. humain et profitons effectivement de ce que De l'humain que ce peut soit demain. apporter aujourd'hui de différentes Ouais, IA et c'est aussi cette créativité qu'il peut y avoir, hein. ouais. Et souvent, il est le mieux placé. C'est comme quand on a, on va dire, un problème technique ou quelque chose qui n'est pas Mm. forcément bien passé. La première chose en tant que manager, c'est d'aller voir la personne la plus concernée en fait et de demander bah ok, qu'est-ce que tu as comme solution pour gérer Oui, ça plutôt que de prendre des oui. décisions au sommet entre guillemets sans Mm. avoir toutes les informations. Et souvent, en fait, on leur pose pas la question, donc ils ne donnent pas leur avis parce que peut-être Mm. qu'avec le temps, ça s'est un peu usé parce qu'on les écoutait pas, etc. Mais d'aller chercher à la source, en fait, la solution, Ouais. souvent, c'est la plus pertinente, hein. C'est la C'est eux qui meilleure. sont sur Et le terrain, c'est eux qui connaissent les outils, c'est eux qui connaissent la fonction qu'ils ouais, occupent, c'est eux qui connaissent les clients parfois, c'est services, voilà, sur différents services. ouais, Donc c'est vraiment évidemment bah, écouter, être à l'écoute des personnes et écouter leur avis mm, et mettre en place au maximum ce qu'ils proposent si c'est cohérent avec ouais. l'objectif de l'entreprise, etc. Mais il y a ça. Et, La et tu communication, parlais c'est aussi, top. oui. Vas-y, vas-y. Non, non, oui, la communication évidemment est très importante. Et tu parlais aussi de demander effectivement à la personne ce qui est le plus évolutif pour lui, pour la suite. Et ça, c'est Ouais. un biais que j'ai souvent vu aussi en entreprise de manière plus générale sur les postes, notamment les postes de management. C'est-à-dire Ouais. que dans la plupart des entreprises classiques, si on veut évoluer, c'est qu'on est souvent d'abord, en tout cas dans le conseil en système d'information par exemple, je prends cet exemple-là, on est d'abord effectivement plutôt opérationnel et bah, Mm. si on veut
évoluer et gagner dans l'entreprise, c'est Et en passer salaire. manager, c'est passer directeur Mm. de pôle et en salaire, c'est passer directeur de pôle, etc. Et c'est ça qui est mis en valeur. Sauf que moi, j'ai plein d'exemples et plein de connaissances qui adorent, qui sont experts de leur domaine et Mm. qui se retrouvent à manager des équipes alors qu'ils n'aiment pas ça et qu'ils n'ont pas forcément les Alors, compétences parce que c'est ouais. comme ça qu'on évolue dans une société, c'est comme ça que on Mm. gagne en rémunération, qu'on gagne en reconnaissance aussi. Et c'est aussi pouvoir remettre, voilà, l'expertise aussi importante. Je veux dire, Oui, mettre en valeur beaucoup plus l'expertise des personnes et pas le fait d'être directeur ou manager ou autre. non. Voilà, c'est pas ça qui fait que ça va mieux fonctionner. Enfin bref, c'était le petit Pour moi, aparté c'est sur vraiment. l'évolution. Ouais, non, mais t'as raison. Et pour moi, il y a vraiment deux types de profils. T'as l'exécutant qui peut devenir un performeur, et exécutant n'est pas quelque chose de négatif. Ça peut être ton expert. Dans l'informatique, on voit un peu les ours, là. On a un peu cette Mm, image-là du très bon technique. Ce très bon technique, il peut former en plus les autres sur la technique. Il peut être très très bon là-dedans. Ça veut pas dire que ça va être un manager de l'humain. Ça va être un très bon pour faire monter en compétences. Et celui-là, faut le laisser là. Faut lui faire évoluer sa technique, faut l'aider à se former, à faire évoluer, parce que la technique évolue. Mais par contre, ça sert à rien d'essayer de lui faire prendre des responsabilités plus grandes de projet ou d'équipe. En effet, il n'aime pas ça et ça ne sert à mm, rien. mm, mm. Inversement, ce que j'appelle moi un player, quelqu'un qui va être plutôt dans la stratégie globale, qui va voir les choses en avance, qui est souvent très mauvais quand il s'agit de faire du détail. Hein. Souvent, c'est des gens, et puis j'en fais partie, catastrophe s'il Moi faut me faire aussi, faire des voilà, je veux trucs. dire, c'est pas ce que j'aime faire, je Voilà. peux le faire, mais c'est pas ce que j'aime faire, tu vois. Et puis, en fait, il y a plein Et par d'erreurs contre, parce que faire c'est le cata. lien et avoir le. Ouais, ouais, ouais. Voilà, complètement. Et pour moi, c'est deux profils, il faut le respecter. Et c'est vrai que je vais en venir finalement au sujet d'après qu'on avait prévu. On s'était dit parfois il faut quand même se séparer de quelqu'un parce que finalement, bah, notre super exécutant performeur, on n'en a plus besoin parce que c'est plus si complexe. On a peut-être besoin d'un plus junior ou inversement. Bah, on n'arrive pas à le faire évoluer assez vite vers des responsabilités de management, même si c'est un player, on a besoin d'un expert. Donc finalement, il faut se séparer de la personne. Ou alors la personne n'est juste pas bien, parce qu'on disait, bah, right person, right place, bah, si c'est pas la bonne place, elle est pas bien. Est-ce que toi, tu as déjà eu à te séparer de quelqu'un? Comment tu t'y es pris et quelles clés tu peux donner pour nos auditeurs? Alors, oui, plusieurs fois eu à me séparer de personnes. Souvent, évidemment, bah, c'est vrai que l'idéal quand on est dans une entreprise, c'est de pouvoir choisir ses équipes, hein. Mais très souvent, Ouais. c'est pas le cas. On Mm. arrive et il y a déjà des équipes en place ou des personnes qu'on sait pas trop où mettre et qui passent d'un pôle à l'autre et on se retrouve avec ces personnes-là. Sauf que il Le y a pas, enfin, boulet, des fois. voilà, ça m'est arrivé Hein. plusieurs fois d'avoir ça ou des personnes qui sont catapultées sur un service parce que bah, elles faisaient pas l'affaire ailleurs et autres, mais sauf qu'il Mm. n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas eu forcément non plus de discussion avec la personne pour savoir ce qu'elle a vraiment envie de faire et quelles sont ses compétences et s'il y a des compétences qu'on peut utiliser dans l'entreprise ou pas. Et c'est souvent avec Mm. ces personnes-là que c'est le plus difficile. Quand ça m'est arrivé, alors l'idée c'est pas forcément d'y aller forcément en frontal, c'est plus moi la clé, en tout cas la manière dont j'ai le plus réussi à le faire dans une bonne condition, c'était surtout d'amener la personne à prendre conscience juste que dans tous les cas elle-même n'est pas à sa place. Et c'est Ouais. souvent ça, ça permet aussi de faire évoluer la personne parce que c'est pas tant juste la virer pour la virer et puis voilà, c'est aussi dans une dynamique d'accompagnement parce que le manager est là pour Mm. ça, pour moi. Que la personne reste ou qu'elle ne reste pas, c'est aussi accompagner l'autre à une évolution. Bon, il y a vraiment le mot Mm. évolution qui est important, que ça soit dans la vie personnelle ou professionnelle, et ça marche dans Ouais. l'entreprise aussi. Donc c'est pouvoir effectivement communiquer avec la personne pour échanger sur ses projets, sur ses missions, voir si ça lui convient, voir si elle a les compétences, voir ce qu'elle aurait besoin pour Mm. pouvoir avancer là-dessus. Et puis refaire des points plus régulièrement qu'avec d'autres pour voir si ça matche ou pas. Et assez Ouais. rapidement, généralement, ça a été le cas la plupart du temps, c'est que les personnes bah, se rendent bien compte, hein, même si elles ne le disent pas tout de suite, parce qu'il y a une part d'ego, peut-être ou d'autres choses qui sont là, Mm. mais que non, ça fonctionne pas, en fait, ça leur convient pas, elles sont pas bien dans ce poste, elles sont pas heureuses. Ce qui fait rester souvent, c'est évidemment la peur, et puis ces dynamiques euh, un peu partout, mais très ancré en France, aussi du salariat, où bah, on a un poste, on a peur de se retrouver au chômage, etc. Aujourd'hui, ça évolue beaucoup parce que évidemment, on est plus sur des missions, effectivement, plus d'entrepreneuriat, etc., de Mm. prestataires externes, mais il y a encore quand même cette
notion-là dans l'inconscient collectif aussi qui est très ancré que c'est mal de se retrouver sans travail. Bon, pour moi, c'est pas le cas, mais voilà, il y a encore ça. Bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais donc la clé voilà, pour se séparer de quelqu'un pour moi, c'était en fait au maximum faire adhérer le collaborateur au fait que c'est la solution la plus juste pour tous. Ouais. Que ça va lui Et- servir à lui aussi, en fait, que ça va lui permettre de prendre le temps de se poser et de trouver quelque chose où il va s'épanouir le plus possible. Mm. Parce que le faire rester, ça va juste scléroser un peu la Mm. situation. Lui est pas bien à sa place, et donc ça va pas Mm. l'aider à être heureux ou à évoluer. Et Donc le dirigeant souvent, va s'énerver, donc il va se prendre des réflexions tout le temps, et personne n'est heureux. Mm. et ça crée après, ça peut voilà, créer ce qu'on, voilà. Enfin bref, plein de choses Mais externes. Et encore, je veux dire, ça va s'intégrer à différents niveaux. On peut ouais. parler après de burn-out ou autre. Voilà, si Mm. il y a trop de pression ou c'est trop, ou les personnes prennent tout pour elles ou elles deviennent susceptibles mais parce qu'il y a un truc qui est pas aligné. En fait, souvent c'est pas un manque de compétences ou manque voilà de compétences d'envie de la part de la personne. C'est juste que elle est pas à la bonne place, donc ça matche pas. Oui. Et Euh, Ouais. Voilà, donc pour séparer, c'est amener la personne voilà la plus possible à cette conclusion que en fait c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et finalement, c'est assez rare que la personne ne sente pas ça. Elle le oui. dira peut-être pas tout de suite, mais au fond d'elle, elle le sait en fait qu'elle n'est pas à la bonne place. C'est très Et rare qu'une c'est personne s'accroche à un poste alors qu'elle n'a pas les compétences et qu'elle se sent pas bien. ouais. En tout Et cas, c'est c'est pas pour vrai. de bonnes raisons. Ouais. Ouais, et c'est vrai que ça peut rassurer les dirigeants parce que moi, je me souviens d'une discussion quand j'avais eue avec une CEO qui, sur un stagiaire ou une stagiaire, elle pouvait s'en séparer, elle performait pas, ça n'allait pas. Et en plus, finalement, la personne n'apprenait pas assez par rapport à son école. Donc, en fait, c'était pas du tout l'idée que de la rester. Mais elle était tellement gênée, elle voulait pas la mettre dans une mauvaise situation. Donc, elle osait pas lui dire, bah, en fait, non, on va s'arrêter là. Mais finalement, ça n'aidait personne, ni la CIO, ni la stagiaire. Et en fait, c'est vrai, on retrouve assez souvent des CIO, alors souvent un peu plus juniors, ils ont peur de se séparer de quelqu'un et de changer ce mindset, changer cette croyance de se dire je vais faire du mal en lui disant je mets fin à la collaboration, mais c'est l'inverse en fait, je vais lui faire du bien à lui et puis à Mm. moi aussi, parce que moi je suis là pour faire performer mon entreprise, pour faire du CA, donc à un moment donné, si la personne elle répond pas à ce que j'attends, bah, il faut savoir s'en séparer. Donc après avoir fait tout ce que tu as dit, c'est essayer de régler la situation, voir s'il n'y a pas juste un ajustement à faire au niveau des ressources à disposition, au niveau de la Mm. formation, au niveau de l'accompagnement. Il y a plein de choses à faire. Mais si après ça, bah, ça ne va pas, les deux arrivent à la même conclusion, il faut avoir un peu de courage, courage managérial. Tout à fait. C'est ça, et c'est souvent parfois ce qui pêche parce que les personnes ne veulent pas échanger, n'osent pas affronter entre guillemets ces situations-là et Oui, laissent la tâche à d'autres. Je l'ai vu ça dans beaucoup d'entreprises aussi où les CEO justement n'assument pas le fait de se séparer de quelqu'un ou ouais, certains managers aussi. Et donc finalement ça se fait d'une manière qui est pas saine, hein, parce que c'est quelqu'un d'autre oui, qui va leur annoncer, parce que ils le prennent même plus en réunion, ils veulent plus le voir, parce que je sais pas, c'est de la honte, de la peur, voilà, mais en fait juste ça peut juste très bien se passer une fois que c'est oui, expliqué, une fois qu'on a communiqué sur cette partie-là, et c'est normal que ça se fasse. Et tu parlais de courage managérial, effectivement c'est une notion qui est pour moi importante, c'est avoir le ouais, courage de faire évoluer ses équipes. Et faire évoluer ses équipes, c'est effectivement à la fois recruter, mais aussi licencier quand ça matche plus. oui, Parce qu'il oui, y a des personnes, comme tu le disais, des ressources qui peuvent être intéressantes sur un projet, mais quand le projet est arrivé à bout, finalement, eux-mêmes n'ont plus rien à apporter, n'auront plus rien à prendre oui, de la suite de l'entreprise. Donc c'est complètement. aussi pouvoir séparer de ça de cette manière-là, et c'est pour ça que pour moi, effectivement, c'est vrai que la prestation de service est intéressante à ce niveau-là, parce que on peut changer beaucoup plus souvent Un et on peu n'est plus plus sur un facilement. poste toute la vie, et on n'est plus sur des choses où on s'épanouit pas forcément et où c'est lent quoi dans l'évolution. Mais Ouais. bon, parce que je suis dans une dynamique d'évolution. Euh, Ok, merci. Je voulais rebondir sur un autre sujet. Euh, j'ai commencé à travailler comme toi à peu près il y a un peu plus de 15 ans. Et le management qu'on voyait souvent, c'était encore le management à la papa. Hein, c'était la fin de ce management-là où on avait un manager qui disait quoi faire. Quand il n'était pas content, il tapait, entre guillemets, hein, mais bon, c'était un peu ça. C'était le bon papa.
Et puis, Mhm. les choses ont commencé à évoluer dans les grosses boîtes, alors doucement. On a vu pas mal de livres sortir pour expliquer un autre style de management et finalement le management dont on a parlé depuis le début, qui motive les gens, qui les fait progresser, etc. Et moi, j'ai été choquée en arrivant dans le monde de l'infopreneur de me rendre compte que bien souvent, le management que je voyais, c'était du micromanagement, c'était du management à la papa. Et moi, je me bats contre ça parce que pour moi, ça n'apporte pas de la performance ni à l'entreprise, ni aux collaborateurs, donc pas au CIO. Et pour moi, c'est pas du tout l'avenir. Et c'est pas comme ça qu'on a des entreprises performantes sur le long terme qui vont vraiment loin. Ça a ses limites, ce modèle-là. Et résultat, je voulais rebondir sur la posture idéale que devrait avoir un CIO vers ses managers ou ses équipes directement s'il a des managers d'équipe. Et donc finalement, la bonne posture d'un manager, c'est quoi pour toi et qu'est-ce qu'elle apporte de plus finalement au projet que aller taper dessus. Oui. Alors, évidemment, dans la posture d'un manager, pour moi, le premier mot, il y a la bienveillance. Évidemment, l'idée, Ouais. c'est pas d'aller taper sur les équipes, c'est juste déjà d'être bienveillance, d'être à l'écoute des besoins et des besoins d'accompagnement, en fait, des équipes quand c'est nécessaire pour les faire Ouais. évoluer. Parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, ils ont cette liberté aussi de pouvoir évoluer et pas stagner, c'est ça qui va faire avancer tout le monde. Parce qu'il y a une dynamique positive d'évolution pour l'entreprise aussi. Et le Ouais. système bouge et évolue en permanence. En fait, on peut pas scléroser des équipes à juste faire ces tâches-là et tu restes là et tu comprends rien à ce qui se passe dans l'entreprise. Mais toi, tu dois faire juste ça et remplir ton fichier Excel et faire, je sais pas, voilà, tes reporting et c'est tout. T'as pas besoin d'avoir accès à d'autres informations. Faut juste que tu aies ça. Mais pour moi, en fait, ça bloque et ça donne pas une dynamique d'expansion ni de la personne, ni de Ok. l'entreprise derrière. Donc c'est aussi pouvoir impliquer les collaborateurs dans la vision globale de l'entreprise. Donc ça, Mm. c'est important aussi de faire des points réguliers. Et souvent, c'est ce qui manque aussi dans les entreprises, c'est que même s'il y a, alors il y a ça, je vais un peu plus loin là, je reviendrai sur le posture juste de manager, mais même au niveau de l'entreprise, d'avoir Ouais. régulièrement des points avec toute l'équipe Ouais. pour expliquer où on en est, vers quoi on va, quels sont les objectifs, comment on va évoluer, Du quels sont les nouveaux sens. projets. Parce Mm. que ça permet de donner un peu aussi de l'eau au moulin et de motiver un peu les équipes, qu'elles Mm. voient qu'elles sont engagées dans quelque chose qui est De plus porteur et qui grand. va de plus grand. Donc c'est aussi Mm. pouvoir faire ça pour que ce soit pas juste une action basique qu'ils font, mais Ouais. qu'ils sentent qu'ils contribuent. Il y a aussi voilà, se donner du sens à ce qu'on fait et donc de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. C'était pas la réponse à ta question, mais c'était le petit Mais c'est aparté. intéressant, c'est une vraie pépite Voilà. aussi, hein. Les réunions d'équipe, je vais rajouter aussi, pour mettre de l'eau à ton moulin, que ça permet aussi que eux discutent entre eux. Et parfois, on se rend compte que quand c'est trop siloté, il y a des informations qui passent pas, et ça aussi, ça limite l'entreprise. Alors, quand on fait parler les gens entre eux, il y en a un qui va dire un truc, l'autre il va réagir. Ah mais attends, ça a un impact sur moi, mon marketing par exemple, ce que tu es en train de me dire. Ah donc moi je vais évoluer. Donc le closer va discuter avec le marketing va aller prévenir la délivrabilité que le client est en train de changer, donc va peut-être falloir changer des choses dans la façon dont on délivre, etc. Et finalement, une boucle vertueuse où les gens progressent au fur et à mesure et l'entreprise finalement progresse. Voilà pour en rajouter, mais on en revient à la posture. Je te redonne la parole. Non, mais c'est tout à fait ça. Sur la posture du coach, pour moi, la clé, on va dire, la plus importante pour pouvoir accompagner, c'est créer une relation de confiance dès le départ. Ouais. Et ça s'acquiert pas tout de suite, pas forcément tout de suite, en tout cas avec tout le monde, parce que parfois, quand tu Mm. récupères des équipes qui sont là depuis des années, toi tu débarques, ils savent pas qui t'es, ils savent pas combien de temps tu vas rester, ils savent pas. Voilà. Mais c'est pouvoir créer cette relation de confiance pour Ouais. après les rendre autonomes et responsables. Moi, c'est Et vraiment comment tu l'as ces créé notions-là. cette relation de confiance? Bah déjà en discutant par la communication, en écoutant, en s'intéressant à eux, pas que Ouais. forcément que leur activité professionnelle, mais aussi qui ils sont dans la vie, quelles sont leurs aspirations, quels sont ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, pour Ouais. pouvoir en fait après allier ça avec leurs activités de tous les jours. Et Mm. une fois que la relation de confiance effectivement, alors oui, comment je la crée? Je sais pas, c'est vrai que c'est assez, bah oui, c'est plus être Oh, tu l'as présent, être dit, hein. bienveillant, être à l'écoute, voilà. Mm. C'est savoir qu'ils peuvent compter sur toi, savoir qu'ils peuvent te Mm. parler, qu'ils vont être T'es pas en écoutés. haut de Donc ta ça, tour, en fait. voilà. Mm. Et que tu es là aussi pour
pour les accompagner et servir de lien entre la direction, le CEO et eux en fait. Donc Ouais, c'est aussi cette relation, ce lien et donc qu'ils sachent qu'ils vont pouvoir compter sur toi en tant que manager pour filtrer et que bah, tout ce qui arrive, si on est encore sur un truc un peu pyramidal, tout ce qui arrive ouais. effectivement d'en haut, une fois que ça arrive à toi, tu vas filtrer pour que derrière tu protèges entre guillemets tes équipes du stress ou des informations erronées ou du changement voilà, d'informations qu'il y a à avoir Mm. et que toi tu gères ça et que tu vas être responsable en fait de ce que font tes équipes. Et ça pour moi un bon manager c'est ça aussi, c'est tu vas être responsable de ce que font tes équipes, ok c'est toi qui assume la responsabilité, s'il y a des erreurs, c'est des choses. Par rapport en tout cas à l'extérieur aux autres équipes, c'est toi qui es responsable, ce qui n'empêche pas après évidemment d'aller discuter avec chacun pour voir ce qui a posé problème et voir comment ne pas renouveler cette erreur-là, de voir comment faire évoluer s'il y a des besoins, si c'était une incompréhension, si c'était un problème de communication, si c'était un problème avec d'autres équipes. Juste Ouais. comprendre en fait où était le problème sans scléroser non plus en essayant de trouver un coupable, c'est pas l'idée, mais juste en fait de comprendre la problématique pour ne pas la reproduire et faire mieux la fois suivante. Et Et tu dis quelque chose de très intéressant. Tu parlais de la place du manager. Ça veut dire aussi que le CEO, lui, au-dessus, il doit pas court-circuiter, je vais y arriver, le manager. Parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais dans une entreprise où le directeur projet, qui n'avait jamais été directeur projet, en fait, prenait ma place de chef de projet. Donc, évidemment, moi, petite junior à l'époque, en plus en période d'essai, hyper stressée de me retrouver sans emploi, j'ai pas réussi à trouver ma place. Et l'autre, en fait, il l'a gardé. Et les équipes m'ont jamais fait confiance. Et donc un CEO, c'est pareil. Si on met en place des managers, faut les responsabiliser, lui dire sur quoi on les attend. Et mm, c'est à lui de faire le lien avec les équipes en dessous. Et surtout aussi d'aller dire au CEO, bah non, on part pas là-dedans parce qu'on a pris une décision, on a déroulé un plan d'action, on est dessus. Toi, tu as des nouvelles idées, parce qu'en plus, on a des CEO qui se connaissent, ils vont se marrer, ils ont 100 idées à la minute, quoi. Et il y a un oui, moment donné, bah, le terrain, lui, il peut pas. Il y a un moment donné, il faut délivrer des choses, ça prend du temps, beaucoup plus que à juste avoir une idée. Et donc, le manager a aussi ce rôle-là de faire tampon, tu l'as très bien dit, pour que les choses en dessous, elles soient sereines et que les choses se passent bien. Et inversement, de remonter quand elles sont pas sereines et que là, il y a quelque chose à remonter, il y a un risque et il faut le prendre en compte dans les stratégies. Donc, c'est aussi au CIO à faire en sorte que les managers aient la bonne posture. Chacun a son rôle à jouer mm, finalement dans mm. l'entreprise. Tout à fait. Et après, une fois effectivement que dans la relation managériale, c'est avec les équipes, c'est une fois qu'ils ont bien compris ça et qu'ils se sentent en sécurité, en fait, c'est aussi créer un espace de Ouais. sécurité pour Mhm. eux, où ils sont entendus et ils savent que tu vas faire tampon. C'est après, par contre, les rendre autonomes et responsables. C'est-à-dire Ouais. que alors peut-être que, voilà, c'était peut-être un autre sujet qu'on voulait aborder, c'était les notions de contrôle Vas-y. en tant que manager. Oui, Voilà. j'allais venir, mais vas-y. Le Voilà. contrôle. Le contrôle, où souvent c'est ce qu'on voit, où il y a effectivement beaucoup de contrôle de la part de Oui. certains managers ou CEO, mais c'est pouvoir en fait ne pas être contrôlant dans le sens où les équipes vont se sentir un peu jugées en permanence, mais laisser cet espace en fait de liberté sur la manière de faire et d'arriver aux Mm. objectifs de la part des collaborateurs. Attention, si on met ça en place, c'est pas juste oui, vas-y, fais et puis on verra après. Non, en fait, c'est Mm. déjà au préalable, c'est établir la relation de confiance et c'est avoir posé des règles claires dès le départ. De OK, il Ouais. y aura ça à faire, t'es autonome, tu fais ça, il y a des jalons, tu me fais des Mm. reportings régulièrement s'il y a besoin. Par contre, bah derrière, voilà, tu sais que tu es responsable de ça. Donc s'il y a un bug, il y aura des alertes entre guillemets, on fera le point, ok, là ça s'est pas bien passé, pourquoi? Et évidemment, c'est trop récurrent, bah, la personne est bien consciente que on Ça continuera pas passera pas. voilà, le partenariat, la Et collaboration. finalement, tu dis quelque chose de très intéressant sur le contrôle, c'est que c'est plus du contrôle, c'est du pilotage. Donc, c'est-à-dire que on a des remontées terrain de où est-ce qu'on est dans le bon chemin pour l'atteinte des objectifs, et le dirigeant ou le manager doit contrôler via le pilotage ces indicateurs ou ces avancées de projet, mais il doit surtout pas le lâcher. Mais par contre, même quand il doit valider, on peut penser
il y a, dans l'infoprenariat, il y a une notion de client derrière et parfois on veut pas que Mhm. il y ait des mauvaises choses qui partent vers le potentiel client, prospect ou client. Et donc on veut avoir une certaine validation à mettre, mais cette validation, elle doit être entendue avec le collaborateur. Je vérifierai ce que tu fais à un moment du processus, mais avant je t'ai donné mes directives. Tu sais ce que j'attends de toi, pas comment le faire, mais tu sais quels sont mes Mhm. objectifs, typiquement la charte graphique ou ce genre de choses. Tout à fait. Et plus en fait, plus le collaborateur sera impliqué et aura connaissance de la vision globale de l'entreprise, moins il y aura de Mm. validation à faire aussi. Oui, Parce que forcément, si on n'a qu'un tout petites informations et qu'on ne sait pas finalement à quoi ça va servir, forcément, c'est plus difficile de fournir un travail de oui. qualité et qui conviendra au CEO. Donc il y a aussi Ouais. ça. Et on en Et revient à la selon toi, communication plus générale. ouais. Et selon toi, le niveau de contrôle, il va finalement évoluer dans le temps vis-à-vis d'un collaborateur? Alors, je réfléchis en même temps par expérience. Oui, généralement, en tout cas dans ma manière de faire. Alors, c'est plus du pilotage, on va dire, mais au départ, Mhm. c'est, j'appellerais pas ça du contrôle, mais de l'accompagnement. De l'accompagnement Mhm. de la personne pour s'assurer que, donc faire des points plus régulièrement au départ en tout cas, Ouais. jusqu'à s'assurer, ce qui me vient là, c'est un peu, tu sais, quand un enfant apprend à faire du vélo, où du coup Mhm. tu l'accompagnes un peu, puis de moins en moins, et puis après, Et bon, puis il en fait après, tout tu seul, et lâches. tu Ouais. vas juste vérifier qu'il est arrivé à l'arrivée, quoi. Non, c'est un peu Ouais. ça. Non, mais c'est vrai, Mais c'est un bon et, exemple. et c'est vrai que c'est ça qui est parfois intéressant de voir, c'est que tu vas pas effectivement piloter les équipes de la même manière, parce que quand tu récupères des équipes où il y en a qui sont là depuis des années, qui connaissent leur job, bah, en fait, t'as pas grand-chose à les faire. Tu vas pas aller remettre du Mm. contrôle entre guillemets sur eux, alors qu'en fait, ils connaissent leurs tâches, ils savent Ouais. quoi faire, ils sont autonomes. Il n'y a pas besoin d'aller remettre une couche managériale pour mettre une couche managériale de contrôle de ce qu'ils font. Par contre, être présent et être au courant des jalons, de comment ça se passe et demander du reporting. Alors attention Mm. aussi au reporting, enfin pour moi, c'est qu'à partir du moment où on demande effectivement un reporting à des équipes, faut être sûr, nous en tant que manager, qu'on va prendre le temps de lire, Oui. d'analyser ce reporting et de faire un feedback. C'est pas Parce juste pour se que rassurer, quoi. c'est ça. Parce que c'est Mm. très, ça peut être très désagréable, et là c'est à différents niveaux dans une Mm. entreprise, qu'on nous demande du reporting et qu'en fait le collaborateur ait l'impression que ça sert absolument à rien parce que le Ouais. manager au-dessus l'aura absolument pas lu et en fera pas cas. Donc c'est Et il y aussi a ça, même c'est des attention à ce qu'on endroits, demande. ouais, Voilà. et j'irai même plus loin, il y a des endroits où le reporting met limite plus de temps que de réaliser la tâche, quoi. Et il y a un moment donné, quand tu passes, alors j'exagère, mais 30% à faire du reporting et le reste à travailler, en fait, ça a plus de sens. Donc, il y a un moment, le reporting n'est pas là pour juste se rassurer, il est là pour Hmm, savoir que ça avance, mais il n'est pas là pour que le CEO, bah, il s'ennuie, alors il demande du reporting pour s'occuper, pour se rassurer, parce que donc, il a plus rien à faire, quoi. hmm. Ouais, Donc voilà, c'est pareil sur le reporting, c'est attention à pas trop en demander si en plus dans tous les cas on n'en fera rien. ouais, C'est surtout ça, parce qu'après, c'est aussi, avec les collaborateurs, avoir posé des règles où en fait, bah, ils savent que quand il y a tel type de problématique ou il y a tel type de question, ils vont directement voir le manager. Il n'y a pas oui, besoin d'attendre un reporting hebdomadaire pour remonter un problème ou ouais. remonter quelque chose. Donc Et, c'est plus ça. Donc effectivement, en fonction des profils, évidemment, le management, ça va pas se faire de la même manière. Mais c'est ouais. vraiment cette notion pour moi de voilà, autonomie et responsabilité dans les projets et que les règles soient bien posées dès le départ pour que bah Mm. en cas où ça se passe pas comme il faut, en fait ça soit limite en fait les règles soient posées et que bah ok il y a une alerte, deux alertes, ça fait trois fois que ça arrive, bon bah on est d'accord qu'on va pas continuer la collaboration Ouais, et dans ce cas-là en fait cette dynamique de séparer de personnes est beaucoup plus simple parce que les règles sont posées au départ. Souvent c'est qu'il n'y a ouais, pas de règles établies au départ dans une collaboration. Et c'est là que oui. c'est compliqué de se séparer de quelqu'un parce que, en fait, ça, le cahier des charges n'a pas été clair. Ouais, on est d'accord. C'est le cadre, on est plus libre dans un cadre clair parce Hmm, qu'on ose évoluer dedans. Et tu viens de dire quelque chose de très important. Si on a responsabilisé le collaborateur, s'il se passe quelque chose qui fait qu'il met à risque la mission qu'on lui a confiée, il va naturellement aller prévenir le manager parce qu'il sait qu'il oui, va pas se faire taper dessus. Il est juste oui. là pour dire, OK, il y a une problématique, je sais pas la gérer tout seul, ou en tout cas, je te préviens, mais je sais la gérer. Mais en tout cas, tu es au courant.
et il attend pas le reporting. Et ça, bah, ça doit faire partie du cadre qu'on met. Dire, bah, moi, je t'attends là-dessus, t'es responsable, donc c'est à toi de me dire s'il se passe Hum, quelque chose. N'attends pas que je hum, vienne te demander, quoi. Ouais. Et tout ça, à fait. et souvent, quand les équipes n'osent pas, c'est qu'en fait, elles ont peur de se faire taper dessus. Et donc, c'est que le management n'est pas bon. Tout à fait. Donc ça rejoint Et, effectivement ce que j'ai pu vivre dans certains oui. endroits. Et tu as des exemples, justement, d'hyper-contrôle là, qui ont été délétères et tu pourrais nous partager un peu des exemples comme ça? Bah, souvent, alors, oui, c'est ce qu'on appelle du micromanagement, on va dire, c'est-à-dire que là, il y a effectivement une direction qui veut déléguer parce que généralement, dans ce type d'entreprise un peu infopreneuriale, ce sont des Mm. personnes qui sont devenues chefs d'entreprise, mais sans avoir forcément ni l'envie, ni l'expérience, ni la compétence pour accompagner des équipes. Et ça, j'ai travaillé avec plusieurs personnes de ce type-là, Mm. où derrière, ils savent cons- intellectuellement, on va dire, mentalement, qu'il faut mettre en place des managers, etc., mais qui ont du mal à s'empêcher d'aller demander à celui qui est tout en bas de la chaîne, entre guillemets, des choses et donc de biaiser. Et du coup, Ouais. ça bloque tout le système hein, parce que la communication n'est pas faite de la bonne manière. Et donc, tu as beau, toi, en tant que manager, mettre en place un cadre, des règles, pour que la personne puisse savoir comment faire. Si derrière, tu as le CEO en permanence qui va demander des trucs directement, bah ça le fait pas en fait. Et Non. au-delà de ça, qui va lui demander des trucs le dimanche matin, qui va lui demander des trucs à 23 heures un mardi soir, Ouais. enfin, du coup, ça, d'un côté, tu essaies de créer une zone effectivement de sécurité pour faire Ouais. évoluer la personne, et de l'autre côté, en fait, c'est comme si tu avais des flèches qui Oui. venaient enlever cette relation de confiance que tu as voulu instaurer et cette relation de respect aussi. Parce qu'après, il Et y a une notion de t'as... respect pour moi aussi des Oui. collaborateurs. C'est pas parce que tu payes, entre guillemets, Oui. des personnes pour travailler pour toi qu'ils sont disponibles 24 sur 24, qu'ils sont disponibles 7 jours sur 7 et qu'ils doivent répondre présent à la moindre petite... voilà, il y a des Ouais. règles en fait à établir pour que la collaboration se passe bien dans le temps. Et c'est Donc pour c'est... ça que finalement, moi, j'explique à mes clients que la transition entre le micromanagement de j'ai que quelques équipes d'exécutants, ça marche à peu près bien, à je suis en train de grossir, faut que je mette en place des managers, bah, ça demande qu'ils changent de posture, qu'ils apprennent Hum, des nouvelles choses. Et en fait, ça se passe pas naturellement. En général, s'ils le font sans se faire accompagner, bah, ils souffrent. Leurs équipes souffrent. C'est là où on a des burn-out. C'est là où on a des entreprises qui se mettent à chuter d'un coup parce que la qualité n'est plus là, donc les clients sont pas contents. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses, mais en fait, c'est OK. C'est pas parce que tu as atteint un certain niveau, et c'est très bien, tu t'es fait tout seul, self-made, mais à un moment donné, bah, tu as quand même appris des choses. Et le management, bah, c'est pareil. En fait, il y a un nouveau stade à passer, il y a un changement de posture à avoir, et ça doit faire partie d'un nouvel apprentissage. Et ça, moi, je me bats pour faire comprendre ça parce que c'est pas inné à un moment donné. C'est comme le marketing, c'est comme ça, c'est pas inné. On doit apprendre et cette transition-là, elle doit s'apprendre parce qu'un excès de contrôle, c'est complètement délétère. On imagine quelqu'un avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête où il se dit toutes les 2 secondes, il y a peut-être quelqu'un qui va me taper dessus. Bah, il va pas ouais. donner le meilleur en fait. Et donc résultat, on paye cher un expert et en plus l'expert il donne pas le meilleur parce qu'il est hyper stressé de faire une erreur. Et en Ah général, oui. plus on a peur de faire des erreurs, plus on en fait. Donc, en fait, ça sert à rien. Et on se punit soi-même en tant que CEO à vouloir micromanager des experts. C'est débile. Et c'est dur ce qu'on vient de dire là. Je sais pour nos éditeurs parce qu'ils se prennent 2, 3 claques dans la figure, mais c'est un peu l'objectif de ce podcast, hein. C'est un peu sans filtre. Donc je te remercie d'avoir abordé le sujet. On le voit beaucoup et il y a vraiment un travail à faire. Et je sais que toi, tu le fais, alors parfois avec des difficultés, c'est pas facile au quotidien, mais c'est important. C'est important de le dire et de le redire pour que ça rentre dans la tête de ces Oui, CEO-là, quoi. et que ces CEO du coup reprennent leur place où ils ont leur expertise justement parce qu'ils sont pas forcément nés pour accompagner les équipes et du coup c'est encore une fois de trouver la bonne place pour chacun et leur place pas Ouais. forcément de gérer une équipe de 50 personnes en fait. Il y a des personnes dont c'est les compétences. Donc c'est pouvoir Ouais. laisser. Mais souvent c'est aussi, et on le comprend, enfin je le comprends en tout cas, c'est la peur ils sont, voilà, ils ont fait leur business tout seuls, un peu self-made comme tu le disais. Et donc c'est la peur de perdre en fait ce qu'ils ont créé et de plus contrôler, parce qu'ils ont commencé tout seuls et ils contrôlaient tout. Donc il Oui. y a aussi cette Et dynamique à faire confiance, mais souvent basé sur souvent un problème de confiance en fait, dans oui, les équipes, dans les complètement. collaborateurs, dans ceux avec qui ils travaillent, etc.
Et c'est ça, et donc ça enlève effectivement de l'accès à l'information, et comme on le disait tout à l'heure, moins les personnes ont accès aux informations, moins ils peuvent avoir une vision globale et donc adhérer à un projet global de l'entreprise. Et Ouais. donc Et dans ce cas-là, là, bah, il y a une baisse de motivation, on n'a pas l'impression d'avoir de liberté dans ce qu'on fait, on peut assez rapidement arriver à une impression d'harcèlement, même si c'est léger, oui, mais d'harcèlement parce il y a trop de demandes qui arrivent alors qu'on n'a pas de contexte, on n'a pas d'informations, on ne sait pas pas de pourquoi. Voilà. priorité. C'est Ouais. c'est un peu ce type de choses. Donc forcément, si on a l'impression il y a quelqu'un derrière nous en permanence, ça va pas donner une dynamique agréable pour travailler. Et Et tu me fais puis, penser à ouais. une cliente, elle disait au départ, moi je fais confiance, mais à 0,1%. Il faut que la personne, elle gagne la confiance. Mais en réalité, comme elle faisait pas confiance, on peut pas gagner la confiance de quelqu'un qui a pas envie de donner Mm. la confiance. Et je sais qu'il y a eu du cheminement dans sa tête parce que la dernière fois où on échangeait, elle me dit, bah, voilà, elle mettait en place quelqu'un dans son entreprise et elle m'a dit au moment de l'entretien, j'ai posé des tonnes de questions et je me suis rendu compte après coup que mes questions étaient faites pour me rendre compte si je pouvais lui donner confiance. Donc ça y est, elle avait Mm. commencé à comprendre qu'en fait la clé, elle était là. Et alors, Mm. j'ose espérer que maintenant ça va mieux, il faudra que je prenne des nouvelles. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé cette transition de se dire, ouais, mais en fait, si je veux à un moment arrêter la loi de l'attraction, j'ai peur que mon entreprise s'écroule, donc en fait, je vais tout faire pour qu'elle s'écroule. Eh ben non, à un moment donné, si tu veux pas qu'elle s'écroule, bah, il faut que toi t'évolues dans ta posture et Mm. justement changer la façon de faire, parce que souvent sa croyance influe nos comportements, puis on obtient le résultat dont on a peur. Bah, Bien il faut sûr. changer de comportement pour changer de croyance et obtenir des choses différentes. Et, et la confiance, c'est la clé, le lâcher prise aussi. On n'est pas obligé. On en a un petit peu parlé. Les choses, elles sont pas spécialement faites comme nous on veut qu'elles soient faites à partir du moment où l'objectif est répondu. Et Ah. l'important, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et si on n'est pas capable de dire à la personne qu'est-ce qu'on veut atteindre, donner du sens, elle l'obtiendra jamais. Et elle va nous présenter plein de choses, ça sera jamais ce qu'on veut. Donc, il faut lâcher prise sur la façon dont sont fait les choses, du moment que Oui. l'objectif, il est répondu, quoi. Mm, Ok. mm, mm. En parlant de ça, justement, ça me permet de rebondir sur l'autre sujet que j'avais envie qu'on aborde. Moi, j'entends souvent des CEO se plaindre, mes collaborateurs, ils prennent pas assez d'initiative. Hmm. Hein. Est-ce que tu peux nous donner des clés pour la favoriser, cette prise d'initiative? Alors, ça va reprendre beaucoup de choses qu'on s'est dit, mais ça permet justement de faire tranquillement la transition sur la fin du podcast, à faire un bon résumé. Ouais. Oui. Alors, après l'initiative, effectivement, et c'est souvent ce que j'ai entendu dans les collaborations quand je suis arrivé même après des personnes en place depuis longtemps, c'est que Ouais. souvent, ils ont essayé au départ et puis ils ont vite arrêté parce qu'il n'y avait pas de place pour ça, parce qu'ils n'étaient pas Ouais. écoutés, parce qu'ils n'avaient plus envie, parce qu'on était dans un management tel qu'on l'a vu juste Le avant, micro. c'est-à-dire de micromanagement où il y a un type effectivement de messages, de demandes tout le temps sans priorité dans tous les sens, etc. Mm. Et pas de vision globale. Donc ça aide pas Mm. ça. Moi, là où ça fonctionne le plus, c'est un peu de reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire laisser un espace aussi de créativité. Un ratio, ça Mm. peut être 80-20%, ça va dépendre des Mm. personnes. Certains n'ont pas besoin de ça, mais d'avoir vraiment 80% où ils ont leurs actions opérationnelles et ils savent ce qu'ils doivent faire, et laisser 20% en fait un espace pour tester, expérimenter, Mm. proposer de nouvelles choses, avoir le temps aussi de prendre du recul pour pouvoir avoir une vision plus globale de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, parce que souvent, ces personnes opérationnelles, elles connaissent leur métier, elles savent ce qu'elles ont à Mm. faire, elles le font très bien, mais il n'y a pas le temps de prendre du recul pour Ouais. analyser la situation au niveau plus global. Alors évidemment, en tant que manager, on le fait. Sauf qu'en tant Ouais. que manager, on n'a pas forcément toutes les informations nécessaires pour comprendre des structures entre des applications, entre ce qui est possible de faire. Donc laisser un espace effectivement de recherche pour innover et faire évoluer, ça peut être dédier du temps à ça, toutes les semaines, que Ouais. la personne effectivement en place ait un temps. Alors c'est pas forcément 20%, ça peut être moins que ça. Euh, et une fois effectivement qu'elles ont ça, quand elles amènent des propositions, prendre le temps, tout simplement De prendre les le temps de les écouter. écouter, Mm. d'accompagner aussi les propositions pour voir comment les faire évoluer. Si nous on a d'autres informations, effectivement, d'autres services, d'autres pôles, parce que l'idée évidemment entre managers, c'est aussi d'échanger et d'avoir les informations de ce qui se passe dans les autres pôles, Ouais. pour pouvoir justement contribuer à l'évolution de la vision globale de l'entreprise.
Et évidemment, effectivement, quand ça touche les services, c'est demander l'avis aux plus concernés. On y revient tout à l'heure, mais c'était Mhm. voilà que quand il y a une problématique et que ça touche un aspect qui est géré par une personne de son équipe, bah, en fait, elle est directement lui demander ce qu'il en pense. Avec Ouais, directement lui complètement. demander ce que ça va poser, ce que ça peut poser comme problème, ce que ça peut amener comme solution. Euh, donc c'est en fait poser en premier lieu la question à cette personne-là quand il y a une problématique qui arrive, et c'est là qu'il va pouvoir, d'une part, il se sent mis en valeur, il y a une reconnaissance qui est faite aussi de son travail et de qui il est, et de l'expertise qu'il a, Ouais, et du coup aussi une dynamique euh, ok, il y a un projet qu'il a proposé qui va se mettre en place, bah, c'est assez intéressant pour lui aussi d'aller développer quelque chose dont il est à l'initiative. Ça oui, va dépendre des oui, c'est profils, tout le monde n'a motivant. pas forcément envie de ça, mais c'est motivant aussi de pouvoir mettre Mm. en place quelque chose qu'on a proposé, auquel on a pensé, On est et qui, fier. Mm. va permettre à l'entreprise d'améliorer Ouais, ses résultats. Donc c'est voilà, plus sur cette dynamique d'initiative, c'est ok, bah, pour que les collaborateurs effectivement puissent proposer, c'est laisser la liberté, l'espace, laisser un espace pour ça en fait. Même ouais. si on est débordé, même s'il y a plein de choses, c'est laisser un espace d'une part pour la personne et un espace de communication et d'échange pour ça. Et on peut même l'organiser, l'espace. Moi, je conseille de faire des rex et des réunions de brainstorming. Alors parfois, on le fait avec. Donc rex, c'est après une période où on a mis en place quelque chose comme un projet. C'est à un Mm. moment donné de faire un arrêt sur image et de regarder qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Prendre ces moments-là, en réalité, avant de repartir sur autre chose, parce que c'est comme ça qu'on capitalise et qu'on évolue, et mettre des espaces simplement de brainstorming où les équipes amènent des idées pour améliorer le quotidien. Et Mm. finalement, c'est les autoriser à prendre ce temps-là parce que bah, dans leur temps de travail, oui, c'est des moments où on les paie, mais en fait, on les paie pour l'entreprise, pour qu'ils créent un petit peu, et après, bah, on priorise, on choisit les meilleurs projets, on peut voter. Et les gens peuvent le mettre en place via, comme tu dis, un temps dédié. Et c'est vrai que moi, c'est une question que je pose au début quand j'engage un client. Les 2 premières semaines, on fait un audit, on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans l'entreprise et je pose pas mal de questions. Et l'une d'elles, qui est un piège en réalité, je demande est-ce que tes collaborateurs, tu trouves qu'ils prennent des initiatives? Et bien souvent, ça se plaint des collaborateurs. Oui, non, 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 non. Et en Ouais. creusant, bah, en fait, je me rends compte que bah, c'est un indicateur du modèle de management, en fait. Et c'est Oui. ultra révélateur, une petite question, en Ouais, fait, ouais. j'ai compris derrière. Et ça, c'est vraiment top. C'est pour ça que c'est important. Donc, si un jour vous vous retrouvez en face de moi, je vous pose cette question, posez-vous, voilà, faites le cheminement tout seul. Euh, En tout cas, cette prise d'initiative, elle est motivante, motivation, performance, performance, croissance, quoi. C'est la clé, quoi. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on conclue un petit peu, on se rapproche de l'heure. Euh, Moi, j'ai plusieurs clients qui sont coachs, donc qui accompagnent des gens à progresser quand même, qui accompagnent des gens en leur posant des questions. Mais c'est leurs clients. Et qui me disent, j'aime pas le micro, j'aime pas le management. Ah ok, comment tu manages? En fait, ils micromanagent et puis tous les matins, ils disent, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Et on dirait un prof devant des élèves, quoi. Et moi, j'ai réagi, j'ai dit, bah en fait, c'est pas ça le management, ça c'est du micromanagement, ce n'est pas du management. Est-ce que tu peux nous partager, toi, ce que t'aimes dans le management? Parce que ça va peut-être faire comprendre aux CEO qui peuvent eux aussi aimer le management. Bah, moi, ce qui m'intéresse le plus effectivement dans la dynamique de management, de manager des personnes, c'est, je l'ai déjà évoqué, un mot que j'ai déjà évoqué, c'est l'évolution. Mais l'évolution des Ouais. personnes dans leur globalité. Alors, ça passe effectivement quand on est en entreprise dans la vie professionnelle, mais généralement, ça va aussi dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, excuse-moi. Ouais. C'est que forcément quand on va être amené en fait en tant que manager, moi ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir amener un espace effectivement sécuritaire pour la personne pour s'épanouir et se développer et donc permettre à l'entreprise de performer derrière. Évidemment, c'est pas Mm. que pour la personne, c'est qu'en fait, avec l'expérience que j'ai jusqu'à présent, c'est que plus la personne va être heureuse d'aller bosser le matin, plus l'entreprise va en bénéficier. Tout Ouais. simplement. C'est Ouais. que si la personne arrive stressée, donc si créer effectivement ce cadre et préserver ces équipes en, comme je disais, les rendant autonomes et Mm. responsables aussi de ce qu'ils font, c'est leur donner cet espace-là et leur permettre en fait d'être plus performants.
C'est ça qui m'intéresse le plus. Et puis, évidemment, bon, et contribuer donc à l'épanouissement effectivement des talents avec lesquels on travaille. Ouais. Évidemment, tout en travaillant sur le développement de l'entreprise, hein. L'idée, c'est derrière ça, c'est évidemment pas juste d'avoir des personnes et de pas faire évoluer l'entreprise. Non, au contraire, hein, c'est de Mm. les intégrer dans tous les projets, que tout le monde soit dans une cohérence dans l'entreprise et la même vision, soit d'arriver au même objectif de l'entreprise. Et puis ce que j'aime, c'est aussi ce lien, d'être le lien en fait entre direction, entre différentes équipes, entre. Alors parfois, ça peut être effectivement juste entre le CEO et les équipes que je manage. Et puis j'ai d'autres missions en fait où c'était vraiment le lien avec tout le reste de l'entreprise. Et ça, c'est ça qui m'intéresse parce que souvent, c'est juste permettre aux personnes d'évoluer, de leur amener des outils, de leur amener des techniques, d'être à leur écoute, de voir comment on peut améliorer les choses. Donc c'est aussi cette mission. Dans le management, il y a aussi une partie conseil, on va dire, pas que Mhm. conseil, mais en tout cas parfois de pouvoir amener des conseils. Et puis j'y mets aussi une partie un peu coaching. Même si évidemment en tant que manager je suis pas coach, hein, mais ayant quelques notions de coaching, ayant fait une formation là-dessus aussi, et ayant accompagné une école de coaching pendant 4 ans, forcément ça, il y a des automatismes qui se mettent en place aussi. Et donc c'est grisant pour moi de voir épanouir les personnes et en fait de voir qu'une fois que on met tout en place, il y a une manière, c'est harmonieux. Et Ouais. le lien Ouais, peut se faire super. facilement, et la communication passe, et tout le monde réussit, et on voit les objectifs de l'entreprise évoluer vers le haut. Ouais, Donc c'est super. ça qui me plaît le plus, c'est de faire le lien. Voilà. Super. Non, c'est. Merci, merci vraiment à toi, parce que tu t'expliques aussi un peu le pourquoi moi j'ai cette mission de vie qui est de faire en sorte que les CEO trouvent leur bonne place en donnant la bonne place à leurs collaborateurs, parce que finalement tout le monde est bien, tout le monde. Souvent les entrepreneurs deviennent entrepreneurs pour être libres, et en fait ils oublient de donner la même chose à leurs équipes pour qu'eux aussi s'épanouissent finalement dans leur quotidien. Et que des équipes où tout le monde s'épanouit, des entreprises où tout le monde s'épanouit, c'est des entreprises qui performent, qui apportent énormément de valeur et qui ont énormément de croissance. Tout est lié. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre, c'est voilà, soyez un bon CIO, soyez à votre juste place, entourez-vous des personnes performantes, motivées, créez le cadre pour ça. Et vous allez voir, votre entreprise, elle va décoller un truc de malade en fait. Et donc c'est vraiment top, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Si on veut te contacter, si on a envie de peut-être travailler avec toi, ou en tout cas avoir ton avis, ou d'échanger, comment on te contacte? Eh bien, écoute, ça peut être. Alors évidemment, j'ai un LinkedIn, Adrien Ouais, Vetilla. Donc tu pourras mettre juste on là mettra les mettre liens mon nom. Après, dans l'épisode. voilà, par mail ou sur les réseaux ou mon Ok. téléphone également si besoin. Avec plaisir pour échanger, pour discuter, pour collaborer éventuellement. Voilà, moi l'idée effectivement, c'est de pouvoir aussi apporter ça et mettre en place, voilà, que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc Ouais. évidemment, n'hésitez pas à me À le contacter si vous voulez. Merci contacter. beaucoup, Héloïse, pour voilà, cet échange qui est toujours voilà, Et très merci, merci intéressant et beaucoup puis sur des d'avoir. sujets qui me passionnent. Donc, Ouais, merci pour ça. merci à toi, merci pour toutes les pépites que tu as partagées. C'était très, très, très riche. Il va peut-être falloir écouter plusieurs fois l'épisode, mais en tout cas, je pense on a pu mettre des petites graines dans la tête et les challenger, hein. C'est l'objectif, c'est qu'à force, force d'entendre des choses, ça va peut-être faire évoluer les mentalités. Et donc, je te remercie beaucoup pour ça et je te souhaite une très, très, très belle journée. Merci, Héloïse. À bientôt. Et merci à tous pour votre écoute.